Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, bon dimanche de printemps, mais les amis, l'été pointe le bout de son nez, enfin j'espère, si vous êtes dans une région qui n'est pas trop impactée par les pluies. Cette semaine, il a un peu plu quand même sur la France, mais là aujourd'hui, on se dirige vers l'été, surtout quand Nice monte à Paris. Ah oui, ça c'est le signe absolu. Quand le sud se retrouve au nord, quand la cuisine niçoise débarque dans la capitale, là on peut dire que l'été pointe le bout de son nez. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Mais quelle est cette nouvelle lorsque Nice, dit Ferniaud, débarque à la capitale? Oui, parce que un des plus niçois, et je dirais même nissards, des restaurants de Nice, débarque à Paris pour une dizaine de jours. Il s'agit de Chez Davia, et j'ai justement son chef et propriétaire, Pierre Altobelli, en ma compagnie au téléphone ce matin. Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Pierre Altobelli, donc chef et propriétaire de Chez Davia. Chez Davia, il faut le dire très clairement, parce que c'est un endroit que j'aime et que je connais. C'est avec, allez, on va citer votre collègue de la Méranda, Dominique Lestanc. C'est un peu les deux ambassades nissardes reconnues du monde entier, de ceux qui vont à Nice, quoi. Oui, c'est Dominique m'a beaucoup inspiré pour justement remettre aussi la cuisine niçoise au goût du jour. Bah oui, j'imagine. Alors ouais. avec un profil un peu différent, mais tout de même il y a des choses qui sont assez semblables dans vos parcours. C'est d'être passé par des grandes maisons étoilées avant d'avoir repris des bistrots niçois. On peut dire que ça c'est le parallèle qu'on peut faire entre Dominique Lestanc et vous. Oui, exact. Voilà, juste que à la différence que Chez Davia, c'était aussi une histoire de c'est famille. une histoire de famille. D'ailleurs, vous ne le saviez pas évidemment en choisissant cette date pour venir vous installer à Paris. J'ai appris que vous venez de perdre votre maman, qui vous a précédé dans les murs de ce restaurant. D'abord, vous avez toute ma sympathie, Pierre Altobelli, et je sais que du coup, ça doit être doublement difficile parce que vous portez dans cet établissement une cuisine certes niçoise ou nissarde, mais c'est celle surtout de votre grand-mère puis de votre mère que vous avez repris à votre compte. Oui, il y a une histoire. Je suis très fier d'ailleurs de continuer beaucoup de plats que ma maman et ma grand-mère faisaient déjà auparavant. Et quand vous dites évoluer, parce que vous l'évoquiez en parlant de la cuisine de Dominique Lestanc à la Méranda, quand vous dites évoluer, elle n'a pas tant évolué que ça. Les recettes sont quand même bien celles de votre grand-mère et de votre mère. Il y a cette passation. Oui, mais on a juste été chercher des produits des fois un peu plus spécifiques, des assaisonnements un peu plus pointus. Ça, c'est votre expérience de restaurant étoilé et à travers le monde, parce que vous avez pas mal écumé l'Asie, Hong Kong, Singapour, vous êtes passé dans beaucoup de pays, le Japon également. Ça vous a fait progresser sur une cuisine essentiellement autour des produits de la mer et du maraîchage? Oui, au Japon, bien entendu, je me suis régalé à découvrir le travail du poisson. Bah oui. Bien sûr. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi, je n'appellerais pas rudimentaire, mais c'est vrai qu'au Japon, ils aiment dans les très grands restaurants aussi utiliser du charbon de bois, des techniques un peu rudimentaires, je trouve. On revient vraiment aux sources. Aux sources de la flamme, du feu, de la maîtrise du feu. Oui, c'est ça. Donc, ça m'a rappelé aussi la Méditerranée. Ça m'a rappelé comment on travaille, surtout dans le sud de la Méditerranée. Oui, dans tout le bassin en fait, sur des techniques ancestrales en quelque sorte. Le mortier, la flamme,
toutes ces choses-là, elles sont importantes. Du coup, sur la gastronomie, j'ai trouvé que ce retour aux sources était quand même essentiel. D'ailleurs, bon, il y a un mouvement, même dans la grande gastronomie, où on revient comme ça à ces techniques un peu ancestrales, après avoir subi le sous-vide, après avoir subi toutes ces techniques modernes où on n'a pas réellement, on n'a pas retrouvé le goût, je crois. Vous voulez dire, là, vous faites vraiment référence à des techniques de cuisson à la flamme ou au grill, enfin en tout cas, ou carrément sur le bois, sur le feu de bois, la plancha. Ouais, à la fonte, mais même au sautoir, hein, même le sautoir en cuivre qu'on utilise à Lyon, lui aussi, avec l'induction, etc., il a un peu disparu. Et toutes ces choses-là, chez Davia, on les remet au goût du jour. Du coup, on retravaille avec. Du coup, la maîtrise du feu redevient partie prenante de votre cuisine, parce que la maîtrise du feu et notamment de la flamme, c'est compliqué. Il faut vraiment pas se rater, hein. Ça se joue à quelques secondes et on doit avoir l'œil et le nez dessus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il faut le faire. On ne peut pas le déléguer. et c'est là aussi où j'aime bien Dominique, c'est qu'il est toujours derrière ses fourneaux. Et vous aussi. C'est vrai. Et vous aussi, vous êtes là. Du coup. Bah oui. Et je trouve que c'est ce qui est beau, c'est de manger dans un restaurant où le cuisinier est derrière ses fourneaux, quoi. Alors, voilà. vous avez répondu présent à l'appel amical de Cédric Hérimé, qui est le chef du restaurant La Table de la Grande Épicerie de Paris, au Bon Marché, qui vous a en quelque sorte invité à devenir l'ambassade niçoise de la cuisine pendant presque 2 semaines. Oui. Ils ont fait l'honneur d'apporter nos pâtes au pistou, la daube, la tarte au citron. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on a une clientèle parisienne et là, du coup, on se réjouit d'aller les rejoindre à Paris. Ouais, de leur porter un peu du soleil avant l'été, quoi. Un peu de sud, oui. Vous leur apportez un petit peu de soleil avant que le soleil arrive vraiment, quoi. C'est-à-dire, c'est presque l'ouverture de l'été à Paris grâce à votre cuisine. On va y revenir sur votre cuisine, parce que moi, je ne croyais pas que je sois avare de tips, de trucs, de secrets de chef. Or vous, ce sont des secrets qui sont éprouvés, parce que je le répète, 3e génération à la tête du restaurant chez Davia, ça veut dire que il y avait déjà des choses que faisait votre grand-mère qui vont non seulement se retrouver à la carte, évidemment, et on va l'évoquer ensemble dans le quart d'heure qui suit, mais aussi à Paris. Là, vous venez vraiment avec du solide, j'ai envie de dire du solide, enfin de l'éprouvé, des best-sellers, de ce qui fait un peu l'image et la réputation de Davia. Oui, c'est ça, de l'authentique. On est venu avec les plats signatures de chez Davia. Et ça vous fait plaisir de venir insuffler un peu de cet esprit très niçois, d'autant qu'il y a une cuisine pratiquement uniquement niçoise, hein. C'est vraiment très différent de la cuisine azuréenne et a fortiori de la cuisine provençale. Ça vous fait plaisir de venir faire goûter aux Parisiens qui ne connaissent pas pour essayer de les gagner à la cause nissarte? Ben oui, bien sûr que c'est une cuisine qui mérite d'être exposée, d'être connue et moi je l'apprécie spécialement pour sa diète méditerranéenne, pour le côté sain. Oui, c'est ça, qu'elle a. Parce que la cuisine aujourd'hui, elle se doit aussi d'être un peu médicinale, d'être saine, d'être bonne pour la santé. Bien sûr. Je pense que la cuisine, d'ailleurs en Asie, c'est assez marqué, surtout en Corée.
ça s'est marqué, la cuisine, c'est pas juste... c'est pas se faire plaisir, c'est... Se régaler. Ouais, c'est se nourrir. Nourrir le corps et l'esprit, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait, même le lendemain ou quelques heures après, dans la cuisine italienne aussi, hein, méditerranéenne en général, qu'on se sente léger, bien, qu'on digère. Mais bien nourri quand même. Restez avec moi, Pierre Altobelli. On va continuer tout de suite dans 2 minutes. On va redécouvrir le régime niçois qui a précédé le régime crétois. On vient de l'apprendre. Allez, à tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours en ligne avec Pierre Altobelli, le chef du restaurant Chez Davia à Nice, qui monte pour 10 jours à partir d'après-demain, mardi 10, à la grande épicerie de Paris au Bon Marché, pour être le chef invité du chef de la place, Cédric Hérimé, au restaurant La Table. Pierre Altobelli, on va parler un petit peu de votre cuisine. Chez nous, on dit cuisine niçoise. Chez vous, vous dites cuisine nissarte, parce que c'est un peu le l'argot niçois. Hein, et il y a vraiment une langue niçoise. Alors, je le disais tout à l'heure, je crois que les gens ne se rendent pas compte, s'ils ne sont jamais allés déjeuner, dîner ou simplement découvrir les produits niçois autour du cours Saléa, ce marché, je dirais, mythique. Il y a une cuisine niçoise à proprement parler. L'ancienne cuisine du comté de Nice, dont Jacques Médecin à l'époque avait fait un livre formidable, elle est en fait à mi-chemin entre la cuisine provençale azuréenne et la cuisine ligure, hein, qui est l'arc italien qui commence de l'autre côté de la frontière. Oui, c'est ça. On pourrait même aussi ajouter un peu le Piémont. Ah oui, le ouais. du Piémont. Hein. Oui, oui. Mais parce qu'il y a un biotope extraordinaire. D'ailleurs, Alpes-Maritimes, ça veut bien dire qu'il y a à la fois les produits de l'arrière-pays, qui sont plutôt des produits d'altitude, enfin, qui vont même jusqu'à la montagne assez haute, et puis la Méditerranée qui baigne les pieds de la montagne. Donc c'est une cuisine qui est faite de un peu de montagne, un peu de mijoté, mais aussi beaucoup de poissons et de fruits de mer. Oui, fruits de mer un peu moins. Ouais. Fruits de mer un peu moins. Mais du poisson. Ouais. Poisson. Et des légumes, bien sûr. Hein. Les légumes, puisque il y a quand même des belles plaines avant d'arriver aux montagnes. Bah oui, oui. Et d'où la blette. Hein. La blette, c'est le légume phare de la cuisine. Alors voilà, la blette que vous appelez bléa. Hein, Bléa, ouais. La tourte de bléa. Alors, curieusement, cette tourte, c'est un dessert chez vous. C'est-à-dire que là, ce végétal, la blette, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de vos farces ou beaucoup de vos préparations, c'est avant tout une tourte sucrée. Oui, on peut la manger salée ou sucrée. Ouais. Mais c'est vrai que l'originalité et de la manger sucrée, puisque c'est un légume, et le légume sucré en dessert, comme ça, c'est... Ah bah ça, c'est typiquement de chez vous, ça, hein. Voilà, c'est très apprécié. Alors, vous allez faire au Bon Marché des barbagements. Le barbagement, c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est niçois ou est-ce que c'est plutôt monégasque, ce petit beignet? Ah, alors... J'ai entendu beaucoup d'histoires. Ouais. Moi, personnellement, je suis resté sur... Menton appartenait... alors, Menton, ça allait presque jusqu'à 26 000. Bien sûr. Parce qu'encore à 26 000 aujourd'hui, dans certains commerces, il y a encore la photo du prince de Monaco. Ouais. Je crois qu'à une époque, Menton appartenait... à la principauté. À la principauté, hein, ça allait presque jusqu'à 26 000. Et je pense que les barbageois, à cette époque-là... c'était toute cette partie, la dernière tranche de la Riviera avant l'Italie, quoi, en quelque sorte. Voilà, oui, c'est ça. Et alors, dites-nous ce que c'est le barbageon, parce que moi, je connais bien, c'est un beignet, en fait. Enfin, une friture, plutôt, oui. Voilà, oui. Une pâte à l'huile d'olive. Oui.
une pâte à l'huile d'olive qui est effectivement plongée dans l'huile et farcie d'une bonne brousse de montagne. Ouais. Les blettes de la plaine. Les fameuses blés. Voilà. Et un peu de parmesan, bien sûr. Alors, ça veut dire que, en fait, c'est une pâte farcie. C'est un peu comme si on mangeait un ravioli, mais qui est frit, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est des petits coussins, quoi. Après, ça donne un peu on dirait des petits coussinets, quoi. C'est ça. Ouais. Du coup, ils ont gonflé, quoi. Ils sont croustillants et moelleux dedans. Voilà, ça, c'est bon. Mais pas gras. Hein. Ah bah non. Il faut pas qu'il soit gras. C'est un peu comme les tempura, quoi. C'est votre héritage japonais, là. La farce, elle est maigre. Ouais. Il y a très peu d'huile, il y a un peu d'huile d'olive, très peu. Ouais. Donc on est sur le végétal. On est sur le végétal et le produit laitier, quoi. Là, une brousse ou une ricotta. Et ça, c'est idéal pour l'apéro, quoi. Hein, c'est le moment de l'apéro, le barbageon. C'est magnifique. À l'apéro plus avec un verre de champagne qu'un pastis, je dirais. Ah oui. Ou alors un bélé blanc. Il y en a, non, du bélé blanc chez vous. Oui. Ah oui. si on peut en trouver, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je veux vous dire, déjà le bélé. C'est le bélé blanc, le bébé en vin de France. Oui. Ils ont depuis pas très longtemps et c'est très très apprécié. Bon, super. Alors, il y a un plat qui est absolument mythique, puisqu'on parlait de la Ligurie, qui touche évidemment à cet ancien comté de Nice, c'est les pâtes au pistou. C'est-à-dire, c'est en fait un pesto génois, un pesto genovese, enfin pas loin. C'est ça. Il y a différentes expressions de Gênes à Nice. Sur le pesto et la pâte au pistou, bien sûr. Alors j'en profite, parce que j'en profite de vous avoir, Pierre, pour rétablir une erreur que j'entends tellement souvent, mais ça vient souvent des gens du Nord, au-dessus de la Loire, comme moi d'ailleurs. C'est que le basilic, ce n'est pas le pistou. Le pistou est une préparation au basilic, mais souvent les nordistes, ils confondent pistou et basilic. Ah. Bah oui. Non, le pistou, c'est une préparation à 80% à base de basilic. Oui, parce que pesto ou pistou, pesta, ça veut dire écraser en fait, pilé. Oui, pilé, oui. Oui. Après, il y a le nom italien le pesto et... Oui, mais c'est la même base, pesto, pistou, on sent bien que c'est le même mot. Et alors, qu'est-ce qui rentre dedans, à part le basilic, qui est quand même la base? Alors, il y a certaines familles qui aiment bien y mettre un peu d'anchois. Oui. Alors, un incontournable, c'est l'ail. Bien sûr. Ail cru ou ail qu'on a poché pour retirer un peu la force? Non, c'est de l'ail cru et pilé. Oui. Un ail frais de bonne qualité. Oui, bien sûr. En général, il n'y a pas de germe. Mais s'il y en avait, il fallait absolument le dégermer. Et il n'y a pas besoin de blanchir. Et un peu d'anchois et de l'huile d'olive. D'accord. Vous mettez des pignons, vous, ou des noix, ou des amandes, quelque chose pour aider à piler? Oui, un peu de pignons, mais pas torréfiés, des pignons blancs. Pignons frais, quoi, là aussi, enfin, crus. Ouais. Oui, blanc. Et ça, vous le faites, vous, alors là encore, question de technicien, mais moi j'aime bien savoir, vous le faites vraiment au pilon ou est-ce que vous le faites au bol mixer, c'est-à-dire à la lame? Non, on fait tomber les feuilles de basilic au mortier. Ouais, dans un mortier pilon, parce que autrement ça les chauffe et ça va peut-être dénaturer le goût, quand on le fait à la lame, enfin au cutter. Au mixeur. Cutter, oui, ça va faire chauffer le basilic et ça va même être dur de le lier après parce qu'il va falloir mettre un peu plus d'huile d'olive. C'est ça. Ouais. Donc on n'aura pas cette pâte. Donc c'est vrai que quand je vais vers Portofino, vers Gênes, il y a même un basilic exprès à AOP, très très. Absolument.
des très petites feuilles. Ouais, qui est formidable. Très parfumées, très tendres, qui n'ont pas encore l'amertume du basilic, puisqu'elles sont vraiment très jeunes. Mmh. Et alors là, effectivement... c'est comme une pousse de basilic, quoi. Hein, comme une... basilic. Le mortier en marbre, en général, le marbre, il reste toujours très frais. Mmh. C'est important de l'avoir frais. Comme ça chauffe pas la préparation. Ça chauffe pas. Et alors, ce mouvement de le piler comme ça, petit à petit, puis ensuite de rajouter... l'huile, le monter à l'huile comme un peu une mayonnaise, quoi. C'est-à-dire, on émulsionne avec l'huile, en quelque sorte. Voilà, oui. Comme pour l'aioli, en fait. Hein, c'est-à-dire que, voilà. Enfin, l'aioli traditionnel, oui. Comme une vinaigrette, parce qu'il n'y a pas de jaune d'œuf. Hein, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Un dernier mot, le temps passe vite, mais vous m'avez donné faim, Pierre. On va évidemment trouver de la daube, la fameuse daube de bœuf, la daube niçoise, celle qui sert le lendemain, dit-on, à faire les raviolis, en tout cas dans l'arrière-pays. Les raviolis à la daube. Ah oui, le lendemain, oui, et souvent, et effectivement, même à Nice, à l'époque, suivant les quartiers, quoi, ou les gens qui habitaient dans les collines, les plus aisés avaient les moyens de mettre de la blette dans les raviolis, un peu plus que d'autres. Ouais. Et d'autres ne mettaient un peu moins de blette, quoi. Donc les familles un peu bourgeoises qui habitaient dans les collines de Nice, vers Belley, etc., et qui étaient à côté des plaines, justement, là où on fait pousser les blettes, avaient la chance de faire entrer un peu de verdure dans leur ravioli. Non, mais c'est bien meilleur. Ça fait la différence, ça allège la farce, quoi. Ça allège, et puis on a vraiment on a ce goût de Nice, quoi, le goût de la blette. Eh ouais, l'épinard, c'est un peu l'épinard niçois, la blette, en fait, hein, on peut dire. C'est votre verdure à vous. Oui. Et dans l'arrière-pays, alors, je suis pas sûr qu'à l'époque il y avait beaucoup de bœuf à Nice ou dans ses environs. Quand je dis l'arrière-pays, c'est souvent vers donc bon, bien sûr, c'est quelque chose qui, à mon avis, est arrivé aussi un peu du Piémont. Cette daube, et dans l'arrière-pays, souvent on le faisait avec le sanglier, la daube, oui. Le civet de sanglier, quoi. En montant vers la Vésubie, dans la Roya, tout ça, voilà, dès qu'on est en montagne, quoi. Ouais, bien sûr. Civet de sanglier, bon, après, daube, c'est la façon de cuire ça dans une daubière, une daube, hein, et civet de chevreuil, etc. Toutes ces sauces au vin rouge, hein. Et après, je pense que ça s'est un petit peu, petit à petit modernisé avec le bœuf, mais à l'origine, c'est un plat de gibier, c'est sûr. C'est sûr. Hein. Merci Pierre, le temps a passé. Juste encore une seconde pour vous dire que donc la cuisine de chez Davia se retrouvera à la Grande Épicerie de Paris pendant 10 jours du 10 au 20, que on y trouvera aussi évidemment la tarte au citron, la fameuse tarte au citron de la maison. Hein, quand on se sera régalé de la daube de bœuf, on ressortira, on sera heureux, avec aussi des vins de la région pour accompagner tout ça. Je suis sûr, enfin vous le savez, mais que votre maman, là où elle se trouve, hein, puisqu'elle vient de nous quitter, elle est super fière de vous, que vous veniez essayer d'enseigner un petit peu la cuisine nissarde aux Parisiens qui en ont bien besoin, cher Pierre Altobelli. On vous embrasse très fort et on viendra goûter, hein, pour ceux qui sont passage à Paris, je suis sûr que ça leur a donné envie. À très bientôt, dès mardi. Allez, bonne journée à vous. Mes amis, on se retrouve dans une minute pour nous parler d'une révolution dans la cuisine. Enfin, une révolution, oui, on peut dire ça, puisque l'usage du sel, qui est mal pratiqué en France, va trouver un nouvel opus dans son histoire. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour pour parler cuisine dans Ferniaud fait le marché. Et ce matin, j'ai une citation qui me vient en tête. Vous vous souvenez dans Les Bronzés quand Josiane Balasco disait de son mari dans le film mon mari est Peugeot à mort. Je peux dire la même chose de moi, mais pas pour les bagnoles, hein, pour la cuisine. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Est-ce que vous êtes Peugeot à mort?
Ah bah celui qui est avec moi au téléphone, Sébastien Zott, certainement, parce qu'il est PDG de Peugeot Saveur. Vous êtes Peugeot à mort, vous aussi? Je suis picousé Peugeot, Vincent, tous les matins. Du côté de Quingey, dans le Doubs, hein, à quelques 10 bornes de Besançon, hein, c'est ça à peu près 20 km, on est juste ouais, 20 km. Ouais, c'est la route du Jura, donc hein, c'est un peu l'histoire de ma famille à cheval entre le Doubs et le Jura, voilà. Donc bon, alors ce matin, je vous ai appelé Sébastien parce qu'il y a une révolution qui se prépare dans le sel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et parce que moi, quand on parle moulin Peugeot, je pense pas au moteur de chez Stellantis, hein. Je pense moulin à poivre, hein, en général. Et ce matin, moulin à sel. D'abord, je crois que vous le savez, on s'en est déjà parlé, et c'est pas parce que je suis d'origine comtoise, mais pour moi, il n'y a que Peugeot qui vaille en matière de moulin à poivre. Et je suis tellement passionné de poivre qu'on en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'émission. Mais surtout, il y a une actualité assez étonnante. Vous avez créé un moulin à sel pour un sel que vous appelez le sel glace, en référence, j'imagine, au sucre glace? Absolument, Vincent, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai, Peugeot est connu pour ses mécanismes qui sont fameux dans le monde entier, ces mécanismes à poivre, mais on excelle aussi dans le sel. Et en fait, au bout de 3 ans de recherche, nos ingénieurs ont mis au point un mécanisme assez fabuleux qui nous permet de dire qu'on a inventé la notion de sel glace. Vous connaissez le sucre glace, cette poudre, eh bien, on arrive à faire la même chose avec le sel maintenant, et c'est grâce à l'ingéniosité, les cerveaux de Peugeot et un nouveau matériau qui nous permet de transformer les cristaux de sel en une poudre de sel. Ouais. Pourquoi on a fait ça? C'est aussi parce qu'on s'est dit qu'on abusait un peu du sel et qu'on avait cette capacité peut-être à conserver le goût du sel, parce que c'est quand même un exhausteur de goût, c'est fabuleux. Carrément, oui. Puis on en a besoin dans notre corps. Voilà. Et on en a besoin, mais par contre en mettre moins. Et en fait, le diffuser, le réduire en poudre permet d'avoir ce goût du sel qu'on aime tant, mais de réduire la quantité et donc les méfaits du sel. Et donc ça, c'est la grosse innovation de Peugeot cette année qui commence à arriver sur le marché depuis le mois de mars. C'est ce mécanisme en zircone. La zircone, c'est un matériau extrêmement résistant. Et il nous a permis de... Oui, c'est une céramique, on peut dire? Alors c'est encore mieux qu'une céramique, c'est presque aussi résistant que du diamant. Au-dessus de la zircone, il y a le diamant en résistance. D'accord. Ça nous permet d'avoir un mécanisme dent sur dent, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir faire passer les cristaux entre 2 dents acérées qui vont transformer ces cristaux. Mais attendez. Sébastien, le zircon, c'est bien le nom du diamant synthétique, en fait. Alors voilà, on pourrait l'assimiler, c'est un peu différent, mais... donc c'est un cristal de carbone purifié. C'est ça. On peut dire ça. Oui, non, mais moi j'essaye de vulgariser pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Donc, parce que le mécanisme Peugeot traditionnel pour le poivre, c'est de l'acier. C'est une meule d'acier. On connaît les moulins céramiques chez certains de vos concurrents qui s'y sont essayés. C'est pas toujours très probant. Et là, vous passez une étape supérieure pour le sel glace. Exactement. La céramique actuelle, c'est souvent de la céramique bon marché chinoise. Et d'ailleurs, si on serre le mécanisme très fort, ça pète. Ça pète et on a de la poudre de céramique. Et ça passe plus, Ça passe plus, en fait. Absolument. Donc ce matériau, il nous permet justement d'arriver à réduire en poudre le sel sans endommager le mécanisme. Il est garanti à vie, d'ailleurs, comme tous nos produits. Et on a ce résultat fabuleux. Donc je rappelle que, excusez-moi, je sais que, mais je rappelle que le sel, c'est un minéral. Chlorure de sodium, c'est un minéral. Donc on imagine que c'est dur. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir quand on a des blocs de sel. Vous savez, le sel rose de l'Himalaya, par exemple, qui est vendu souvent en gros blocs, c'est dur, c'est du caillou. Absolument. Et vous savez que dans le mécanisme, on a même mis du marbre et on a réduit le marbre en poussière. Donc ce mécanisme est extrêmement résistant, on l'a testé et donc il va permettre justement d'avoir cette consistance assez unique de sel glace, et comme une poudre, on la prend sur le doigt, on a l'impression que c'est de la cocaïne, à ne pas sniffer. Non, ça va vous déboucher le nez d'une autre façon. Alors, certains d'entre vous se disent oui, tout ça c'est du marketing, quelle importance ça a.
Ne croyez pas ça. J'ai voulu absolument avoir Sébastien Zott ce matin parce que Sébastien, moi, je rends grâce à Peugeot d'avoir créé ce produit parce que en fait, le sel, on l'utilise mal. Je dirais que de la même façon qu'on mange du sucre, enfin généralement en cristaux, hein, et plus il est en cristaux, moins il se dissout dans l'aliment. Le sel, c'est la même chose. Si on met de la fleur de sel, et a fortiori du gros sel, si ce n'est pas dans l'eau, c'est-à-dire que si ça ne se dissout pas, bah on en mange 2 fois, voire 3 fois plus qu'un sel qui s'est dissous, un sel fin. Exactement. Et ce qui compte pour la langue, finalement, c'est la sensation de sel. Oui, et en fait, le goût salé. Voilà. Oui. On n'a pas besoin de gros morceaux de sel pour avoir la sensation. Donc c'est un peu l'idée qu'il y a derrière ce sel glace, c'est de pouvoir avoir cette sensation sans mettre la quantité. On a fait des tests et on a testé par exemple qu'avec un tour complet de moulin, on mettait 0,1 g de sel dans une assiette. Oui. Donc ça permet aussi à des gens qui veulent surveiller leur alimentation en sel, des gens qui font un régime, qui ont de la tension, etc., de pouvoir aussi quantifier ce qu'ils vont mettre, ce qui n'est pas toujours facile avec un moulin ou une salière. Donc c'est aussi au-delà du goût, pour la santé, qu'on a développé ce produit. D'accord, mais je peux pas vous... Enfin, excusez-moi, hein, mais moi, je ne me contente pas du mot sensation. C'est pas une sensation, c'est un goût, le sel. Oui, hein, oui. Le salé, le sucré, c'est du goût. Après, l'arôme, c'est autre chose, ça passe par le nez. Mais sur la langue, le sel, on le sent bien et on est capable de jauger. Mais encore faut-il qu'il se dissolve, soit dans le liquide, et généralement de l'eau, hein, qu'il y a dans les plats, quels qu'ils soient, soit dans notre salive. Par exemple, je vais prendre un exemple type, moi je le dis à chaque fois, lorsque je fais une mayonnaise, ou une vinaigrette, je dissous le sel dans le vinaigre avant de le rajouter. Parce que si on le met dans l'huile directement, bah il va rester des grains de sel qui sont en définitive noyés dans un corps gras et ne se dissolvent plus dans la bouche. C'est vrai qu'on a souvent ces cristaux de sel dans une mayonnaise qui ressortent si on ne l'a pas bien incorporé. Je suis d'accord avec vous, Vincent. Et ben ça fait l'effet inverse parce qu'en définitive, on est forcé d'en mettre 2 fois plus pour avoir le goût salé, alors que ça ne sera dissous que dans votre estomac et vous aurez pris du sel sans le savoir, en quelque sorte. Là, vous luttez contre ça avec le sel glace. Tout à fait. Et le sel glace, il a aussi quelque chose d'assez drôle, c'est que finalement, la faible quantité qu'on peut mettre dans une assiette, dans un plat, on était récemment avec un partenaire, chef étoilé, Romuald Fassenet, chef jurassien, bien connu dans la région. Joli, hein. Voilà. Qui nous a fait un petit dessert, une tartelette au chocolat merveilleuse, et qui a mis un demi-tour de sel glace dessus. Et en fait, ça a permis, avec une très, très légère quantité de sel, de donner une personnalité incroyable à son dessert. Ça, c'est aussi sa créativité. Mais le sel glace, c'est aussi de pouvoir l'utiliser dans des plats dans lesquels on ne l'attend pas. Alors là, vous touchez à un truc intéressant parce que il y a une grande mode des tablettes de chocolat à la fleur de sel. Hein, on le voit dans la haute chocolaterie, mais là, c'est moins le goût salé uniquement que justement le craquant des cristaux qui intéresse le consommateur. On est à la limite des deux. Vous, c'est vraiment du coup un sel de cuisine. Hein, c'est ce qu'il faut dire. Hein, ça n'est pas un sel de décor, ce n'est pas un sel de tapas, ce n'est pas un sel que l'on met au dernier moment comme la fleur de sel, à la fois servant de décor et de texture. C'est vraiment un sel de cuisine, un sel qui va saler et disparaître. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et toujours dans cette idée de limiter la quantité. Alors. Oui. Oui, non, excusez-moi, hein, parce que j'ai plein de questions. Du coup, il y a, je sais, la difficulté. D'abord, un moulin à sel, c'est compliqué. Hein. On s'en rend compte. Par rapport à un moulin à poivre, la mouture est toujours compliquée. Donc, vous avez dû trouver vraiment des procédés et des techniques innovantes, et notamment le fait de pouvoir changer le réservoir de sel pour pas être obligé de vider son moulin à sel à chaque fois qu'on veut changer de sel, d'arôme. Là, il y a une grande mode du sel fumé, par exemple. Donc, ça permet de changer la cartouche de sel? Oui, alors on a différents produits. On a toujours notre fameux moulin connu, iconique, Paris, qui est réglable. C'est-à-dire que si quelqu'un veut du sel glace, il aura du sel glace. S'il veut du sel croquant, il aura du sel croquant. D'accord. Mais on a créé un produit absolument avec réservoir qui vous permet
de passer du sel rose de l'Himalaya à un sel fumé ou à un sel aromatisé. Oui. Alors aromatisé façon provençale et qui va donner des goûts spécifiques. Et ça Bien se sûr. fait très simplement. Bien sûr. C'est le maestro sel dans la gamme Peugeot. Oui, ça en m'a fait, surpris parce que c'est un peu le même problème que lorsqu'on a une machine à expresso et qu'on veut changer son café. S'il faut changer 1 kilo de café à chaque fois qu'on veut faire un petit espresso différent, c'est difficile. Là, vous avez répondu en ayant donc des petits réservoirs de sel interchangeables. Exactement. C'est un produit qu'on a lancé il y a 2 ans déjà sur le poivre, qui a un succès phénoménal, puisque ça permet d'explorer la palette des poivres qui peuvent exister et puis de changer très rapidement en cuisine en fonction de ce qu'on fait, ou à table aussi. Hein. Un sel blanc va bien mieux avec une viande blanche ou un poisson un poivre blanc va bien mieux avec oui, je mélange tout. Un poivre blanc va bien mieux avec une viande blanche ou un poisson qu'un poivre noir. Mais on disait que c'était parce que ça tâchait pas les sauces. Enfin, c'est ce qu'on disait traditionnellement dans la cuisine. Mais on va venir au poivre dans 1 minute ou 2. Restez avec moi, Sébastien Zotte, et on aura une épicière fine avec nous, une spécialiste du poivre. Quand même, très important de dire, votre sel, il faut qu'il soit sec. Hein. J'imagine que si on a des sels gris avec de l'humidité, ça passe moins bien. Voilà, alors ce nouveau moulin, ce nouveau mécanisme accepte une très grande variété de sel, mais le sel humide a une particularité, c'est qu'il s'agglomère. Donc on peut pas faire de la poudre fine avec de l'eau, c'est sûr. Ou alors ça va couler. Restez avec moi, Sébastien Zotte, le patron de Peugeot Saveur. On va continuer à parler moulin Peugeot. Ça vous parle, ça. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Alors mes amis, toujours avec Sébastien Zotte, le patron de Peugeot Saveur, les moulins Peugeot, pas les moteurs, hein, les moulins à poivre, les moulins à sel, pour une innovation ce matin qui concerne le sel, puisqu'on parle depuis un quart d'heure avec lui de ce nouveau moulin à sel glace. Sel glace qui fait référence au sucre glace, c'est-à-dire un sel ultra fin. C'est bon pour la santé, parce que autrement, si le sel est plus épais, alors c'est peut-être sympa quand ça craque sous la dent parfois, mais vous en mettez 2 fois plus, hein, puisqu'ils ne font pas dans la bouche et que vous avez moins la sensation de salé. Donc pour ceux qui veulent faire attention au sel, vous me mettre du sel fin qui est complètement dissous. On le disait à l'instant, Sébastien, de ce point de vue-là, donc pas de sel humide, hein, parce que si on veut faire c'est comme le sucre glace, et il faut que ça soit super sec, hein, pour être moulu et que ça fasse cette poudre très fine, un peu comme une farine de sel. Un dernier mot avant de parler poivre, Sébastien. Les gens vont me dire, mais oui, ok, du sel fin, mais alors quel intérêt de le prendre en moulin plutôt que de l'acheter directement sel fin? Eh bien moi, je vais vous dire, il y a un intérêt énorme. C'est que vous supprimez les anti-agglomérants. Hein, parce qu'il faut le savoir, plus le sel est fin, c'est comme le sucre, plus il y a dedans des farines qui sont des anti-agglomérants, qui permettent de ne pas avoir un sel humide qui ne coule plus. Allô? Oui, absolument. Et puis après, il y a une autre chose, c'est que le sel glace, ça n'existe pas dans le commerce. Vous avez du sel fin, mais pas du sel glace. Et vous avez raison, Vincent, tout ce qui est industriel est très souvent, malheureusement, le résultat de mélanges et puis de substances qu'on n'a pas toujours envie d'avoir dans nos assiettes. Voilà. C'est bien connu. Hein. Et les fameux anti-agglomérants. Alors, on va sauter du sel au poivre, parce que lorsqu'on parle des moulins Peugeot, quand même, hein, c'est l'origine. D'ailleurs, ça n'a pas commencé par le poivre, Sébastien. Ça a commencé avec les moulins à café, j'imagine, hein, avant de passer au poivre. 1840, absolument. L'invention des frères Peugeot, c'était ce fameux mécanisme à café qui est devenu le mécanisme à poivre en 1874. Ce mécanisme, justement, on va parler poivre, il permet de révéler la saveur du poivre. Parce qu'il va d'abord trancher le poivre et donc on va avoir les huiles essentielles qui vont se dégager et ensuite on va moudre. Et c'est là que ça devient intéressant d'avoir un poivre du Vietnam ou un poivre de Madagascar parce qu'il y a toute une palette de goûts et de saveurs qui se dégagent. Un peu comme on a sur les marchés du thé, du café ou du chocolat. Absolument. On a une variété incroyable de choix. J'ai pas résisté à passer un coup de fil à une amie spécialiste du poivre, c'est Karine Blanc. Bonjour Karine.
Bonjour. Karine, vous vendez du poivre, vous sélectionnez du poivre, vous vivez dans le poivre avec votre société Sarabar du côté de Marseille. Ce que disait à l'instant Sébastien, il commençait à évoquer les différences de poivre. On va en parler là pendant quelques minutes. Mais d'abord, est-ce que le système Peugeot, il est bien pour vous? Est-ce que c'est un bon moulin, Karine? Alors, c'est un bon moulin parce que déjà, il est pratique, il est esthétique et c'est vrai que c'est un bon moulin. Il y a eu, au tout début, il y avait parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier. En fait, quand les grains de poivre sont très gros et très denses, des fois, ils passent pas dans certains moulins. Aujourd'hui, avec Peugeot, c'est vrai que ça marche bien. Après, c'est vrai que ça écrase et ça éclate pas. Mais ce qu'il y a de bien aussi avec ces moulins, c'est que du coup, on a des moutures différentes et ça, c'est hyper oui, c'est réglable. On peut régler la mouture. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette différence de mouture par rapport au poivre qu'on va utiliser et par rapport aux utilisations qu'on va faire sur tel ou tel aliment. On va préférer une mouture plus fine ou une mouture plus grossière. Alors, en préparant l'émission avec Sébastien Zott, il me disait plus on moud le poivre finement et plus il est piquant. Vous êtes d'accord avec ça, Karine? Ça dépend des poivres. Ah, voilà. Ah, ouais, ça serait trop simple si on pouvait faire tirer des généralités, bien sûr. Parce que en définitive, l'élément piquant qui doit être comme dans le piment la capsaïcine, j'imagine, ou la pipérine, ça se dégage quand on écrase le grain de poivre, Karine? C'est plus à la cuisson que ça va se dégager. Ah oui. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien signer en fin de cuisson et pas à la cuisson, parce que ce que je recherche avec le poivre, c'est des différences aromatiques, c'est de la puissance, mais c'est pas du piquant. Alors je sais que c'est un peu confus la différence entre le piquant et le puissant. Oui, la chaleur, quoi. Voilà, la chaleur, mais pas le piquant, quoi. Exactement, exactement. Bah oui, c'est une nuance qui est un peu compliquée. Alors, pour parler quand même du système Peugeot, qui est extrêmement utilisé en France, de ce point de vue-là, vous avez une belle avance, Sébastien. Il y a quand même un truc que je voulais dire, inutile, surtout que, alors, je comprends qu'il y ait des moulins à café électriques, parce qu'on moud des grandes quantités et on aurait mal au poignet. Mais le poivre, c'est quelques tours de moulin, il n'y a pas besoin. Pourtant, vous avez des moulins électriques chez Peugeot. Moi, j'en ai eu, mais très honnêtement, je m'en sers pas. Où est-ce que ça en est, ça, aujourd'hui? Est-ce que ça reste un marché important? Ça reste un marché important et puis il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à tout le monde et tout le monde n'a pas forcément deux mains ou deux poignets pour correctement moudre. Et on a plein de gens qui nous remercient simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité d'utiliser leurs deux mains, c'est des personnes âgées. Ouais. Parce que faut y aller quand même, vous voulez dire, sur un moulin à poivre à deux mains, faut tenir fermement. Oui, vous avez des gens qui ont des problèmes de poignet, bien sûr, ou d'arthrose, bien sûr. Voilà, exactement. Et on répond avant tout à ce besoin-là. D'accord. C'est vrai qu'à une époque, le moulin électrique a été une très grande mode. C'est toujours une très bonne vente pour nous. Je pense qu'il y a des gens qui prennent ça pour la facilité, mais on répond à tous les besoins. Donc nous, on écoute notre marché, on écoute les demandes des consommateurs. Après, je suis un grand amateur comme vous des moulins classiques. J'aime moudre à la main. Voilà. Bon, Karine, vous aussi, j'imagine, parce que ça permet de sentir aussi le grain quand on moud à la main. Oui, alors oui, et puis il y a le mortier aussi. Mortier et pilon, oui, on en parlait tout à l'heure dans l'émission. Voilà, c'est vrai que ça éclate bien aussi. Moi, je trouve que de toute manière, le geste en fait reste beau de tourner un poivrier ou d'appuyer sur un pic à poivre. Enfin, je trouve que le geste participe à l'accent. Bien sûr. Beaucoup plus élégant. Et puis c'est vrai que même quand on est dans certains restaurants et qu'ils arrivent avec un gros poivrier et qu'ils viennent comme ça moudre le poivre sur l'assiette, moi j'adore ce geste. Karine, lorsqu'on reçoit le poivre, en général, sauf exception, il est sec. Enfin, relativement sec. Un poivre blanc, c'est plus sec parce que c'est juste la graine, c'est-à-dire le noyau, alors qu'un poivre noir, avec la peau qui l'entoure, qui est en fait la pulpe de la petite baie de poivre, ça va garder un petit peu d'humidité. Pour autant, dans un moulin, il faut que ça soit bien sec, non?
Alors, en principe, de toute manière, pour toutes les épices, d'une manière très générale, le séchage, c'est la partie la plus importante pour nous dans les différentes étapes de transformation. Et parce que si on sèche pas bien, on va avoir des bactéries, etc. Et la récolte est foutue. Ou une refermentation, en tout cas, on peut pas contrôler, quoi. Oui. Non. Et surtout, on n'ajoute pas de chimie ou en méthode traditionnelle, donc c'est le séchage naturel. Mais le poivre noir, en fait, il est sec. Ce qu'il y a, c'est que comme il y a le péricarpe autour, la pulpe, on a l'impression qu'il est moins sec que le poivre blanc. Ouais. Mais en fait, il est sec et il doit être sec. Parce que s'il n'est pas sec, attention aux bactéries. Le seul truc, c'est que dans les poivriers, du coup, effectivement, on va pas pouvoir mettre des poivres fermentés, comme le poivre vert fermenté du Cambodge. Bien sûr. On va pas pouvoir le mettre. La bérose, parce que c'est gras. Ah oui, ça graisse le système, la bérose. Exactement. Oui, Sébastien. Je disais, les moulins acceptent des mélanges. Oui. Il faut pas qu'il y ait trop de bérose. Mais un mélange poivre noir, poivre blanc, bérose, etc. Et piment jamaïque. Dans les moulins. Voilà. Il faut juste. Et si ça n'est que de la baie, évidemment, ça va encrasser le. Vous voulez dire que le poivre noir va laver la bérose, en quelque sorte, en passant dans le système. Voilà, la proportion de poivre sec va encourager le passage et nettoyer en même temps finalement ce que des baies roses ou du poivre vert pourraient laisser. Donc ça passe. Mais si j'ai trop de baies roses, oui, ça peut encrasser, c'est possible. Ça nous arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Moi, je suis un peu du parti de Karine Blanc. J'aime pas trop les mélanges, moi. J'aime bien avoir un poivrier pour chaque origine. Hein. Ça me piquait la langue, Vincent. C'est que votre poivre est trop fort. Non, mais je suis pas pour les mélanges, bien évidemment, parce qu'on parle de signature. On a tellement de jolis terroirs. On vient chercher, comme dans un vin, comme dans une huile d'olive, on vient chercher une signature. Et les mélanges, je trouve que c'est fort dommage, en fait. Alors vous, je sais que vous aimez beaucoup les poivres du sud-est asiatique, chère Karine. Oui, j'aime. Alors j'aime plein de poivres. Et puis là, en fait, je suis très excitée parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah bah allez-y, parce qu'il reste une minute. Alors, ça fait 20 ans que je fais le parallèle entre la culture de la vigne et celle du poivre. Ouais. Et je me suis toujours dit, voilà, il y a tellement de similitudes. Puisque ce sont des lianes, hein, on peut dire. Voilà. Qu'est-ce que donnerait une vieille liane de poivrier, est-ce que ça ferait comme la vigne? Eh bien, là, on a isolé au Vietnam, sur l'île de Phu Quoc, que des poivriers trentenaires, ce qui est assez rare, que des poivriers trentenaires, et je vais avoir mon premier poivre noir de Phu Quoc issu de vieilles lianes, et c'est juste une concentration aromatique, et ça c'est... Voilà, donc c'est vrai que là je suis à fond là-dedans, je suis comme une enfant formidable. Avant Noël, génial. Ma récolte avec impatience. Pour voir si ça prend des arômes, comme la vieille vigne donne des arômes particuliers. Voilà, c'est intéressant. Bah, j'invite ceux qui nous écoutent à aller voir votre site Sarabar, SARABAR, et évidemment à étudier de plus près le moulin à sel et celui à poivre dont on a parlé avec Sébastien Zotte, le patron de Peugeot Saveur. Merci Sébastien, merci Karine. Cette émission bien assaisonnée, mes amis, s'achève sur un petit coup de moulin. Allez hop, on se dirige droit vers les infos de 11h, puis comme tous les dimanches, vous moudrez, oui, c'est comme ça qu'on dit, vous moudrez en écoutant Alexandre Devecchio en toute vérité. Bon dimanche à tous en cuisine, j'espère, et à l'écoute de nos programmes en tout cas. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.